Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous santé et bien-être. Avec Dr Youssouf Diomandé, nous allons évoquer aujourd'hui la prévention de la drépanocytose. Dr Youssouf Diomandé, bonjour. Bonjour Monsieur Angema. Vous êtes le président du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, notre partenaire. Alors, depuis le début de la semaine, nous parlons de la drépanocytose, une maladie tropicale, une maladie du sang qui touche 12% de la population ivoirienne. C'est cela. Avec vous, donc aujourd'hui, nous parlerons de la prévention. Alors, docteur, peut-on éviter la drépanocytose quand on sait que la drépanocytose est une maladie héréditaire? Oui, on peut éviter la maladie. En quoi faisant? On peut éviter la maladie à partir du moment où nous sommes d'accord sur le fait que c'est par transmission des parents aux enfants qu'on fait la maladie. Toute la problématique justement, que chaque parent sache s'il est malade ou pas. Je pense que c'est la première des choses. À partir du moment où le parent sait qu'il est malade, eh bien, il choisit le partenaire idéal pour éviter de transmettre la maladie. Parce que je prends un exemple. Je suis drépanocytaire, mon épouse est drépanocytaire. Mais c'est clair qu'à 100%, on aura des enfants parmi lesquels il aura des drépanocytaires. Alors justement, je prends ces deux cas. Okay. Papa, maman, drépanocytaire. Forcément, moi j'ai appris qu'ils auraient des enfants qui développeraient la forme grave. Est-ce que c'est vrai? Alors, je explique la partie. Oui et non. Ça dépend du statut de la maman, ça dépend du statut du papa. D'accord. Je prends un papa qui fait la forme SS. Je prends une maman qui fait la forme SS. Mais c'est clair que, étant donné que chaque parent va donner tous les enfants qui vont naître de cette union-là seront SS, donc forme grave. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais je prends un parent où un fait AS et l'autre fait AS. Mais c'est clair qu'on aura en même temps des enfants SS, on aura des enfants AS, on aura des enfants AA, donc ils ne feront pas la maladie. Alors donc je précise que la forme AS, c'est la forme bénigne. Bénigne, et la forme SS, c'est la forme grave. Très bien. Donc si on a un parent qui est sain, c'est-à-dire qui a AA, qui ne fait pas la maladie, qui va avec un parent aussi qui a la forme AS, donc parmi les enfants, vous conviendrez avec moi qu'on aura AA, AS. Donc on aura des enfants qui sont sains et on aura aussi des enfants qui font la forme bénigne, mais il n'y aura pas d'enfants qui font la forme grave. Donc, tout est dans le choix du partenaire pour éviter ou pas la maladie. Ça veut dire que avant d'entrer en union avec une personne, c'est toujours bien d'aller faire sa prise de sang, d'aller faire ses analyses en amont. Exactement. Parce que une fois que vous faites cet examen, que vous connaissez votre statut et que le partenaire connaît son statut, ça vous permet déjà de savoir est-ce que vos futurs enfants seront porteurs sains ou feront la forme grave de la drépanocytose ou ne feront jamais de drépanocytose. Je prends mon exemple pratique. Moi, je ne suis pas drépanocytaire. Ma femme n'est pas drépanocytaire. Mais c'est clair qu'on est sûr à 100% que toutes nos descendances, il n'aura pas de drépanocytaire. Mais si avant vous, oui, votre papa ou votre maman était drépanocytaire ou un aïeul l'était, c'est possible que même si vous ne l'avez pas, est-ce que vos progénitures pourraient l'avoir? C'est pas possible. Ah. C'est pas possible. Ça veut dire qu'à partir du moment où on prend à partir des parents directs. D'accord. Parce que si mes parents ne m'ont pas transmis, ça veut dire que je ne peux pas transmettre à mes enfants. Si les ascendants ont transmis à leurs enfants, ces enfants aussi ont la possibilité justement de transmettre à leurs enfants en retour. Mais tout est une question de statut. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui font SS, il y a d'autres qui font le AS, sans rentrer dans les détails techniques, mais j'essaie d'expliquer de façon basique pour permettre à la population de bien comprendre. Ceux qui ont AA ne feront jamais de la drépanocytose et ne donneront jamais la drépanocytose à leurs enfants. Mais ceux qui font AS, vous voyez qu'il y a le S qui apparaît. Donc, les enfants qui viendront, forcément, ils ont la possibilité justement de pouvoir donner la maladie. Je dis la possibilité. Parce que quand on est AS, on peut donner soit le A, soit le S. Dans le cas où les enfants prennent le A, ils ne feront pas la maladie. S'ils prennent le S, ils feront la maladie. C'est-à-dire que la drépanocytose reste une épreuve pour le malade, mais aussi pour des gens qui s'aiment, peut-être. Et c'est là toute la problématique en fait de la question. Parce que comment demander à des personnes qui s'aiment, qui ont déjà peut-être fait plusieurs années ensemble et qui décident maintenant de légaliser leur situation et que finalement on leur dise que vous faites la drépanocytose,
AS et AS ou bien SS et que parmi vos enfants, vous n'avez pas le choix, tous ces enfants seront drépanocytaires. Le parent qui doit décider, qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là? Est-ce qu'on décide de continuer en prenant quand même le risque d'avoir des enfants qui de toute façon seront malades toute leur vie, donc ne pourront pas s'épanouir et qui ne vont même pas, en tout cas dans nos conditions actuelles, difficiles de dépasser les 30 à 50 ans? Donc qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est une question essentielle et c'est qui me permet justement de revenir encore à l'étape initiale. La nécessité pour tout un chacun à la naissance de connaître déjà son statut sérologique. Parce que si moi je sais que je suis SS et que demain je me retrouve avec un partenaire, bien avant qu'on soit même en union et qu'on connaisse son statut, mais c'est clair que ça va bloquer déjà beaucoup de choses. On est conscient du fait qu'on est malade, on est conscient du fait qu'on aura des enfants malades, donc on ne va pas évoluer. Vous serez des parents à risque alors? Franchement. Donc toute la question est de poser vraiment le diagnostic et c'est pourquoi d'ailleurs je plaide toujours pour le fait que le test soit gratuit, systématique, à l'effet. En tout cas, si on veut éradiquer définitivement la maladie, il n'y a pas deux solutions. La seule solution, c'est de faire en sorte que les parents qui sont malades ne puissent pas faire des enfants qui soient malades. Ce qui ne veut pas dire qu'un parent drépanocytaire n'a pas le droit de faire un enfant. Non. Il a la possibilité de faire un enfant. Je l'ai dit dans les émissions précédentes que quand on est drépanocytaire, eux qu'on décide de faire un enfant pour une femme, il y a des mesures particulières qui sont prises pour accompagner justement la conception de cette grossesse jusqu'à la fin. Donc, c'est important justement et c'est essentiel parce que la question qu'on se pose, c'est de savoir parmi nous qui souhaiterait avoir des enfants malades. Personne. Mais quand on est conscient du fait qu'on ne veut pas avoir d'enfants malades et que c'est notre priorité, mais c'est clair que quand on est conscient du fait qu'en se mettant sur X ou Y, on donne la possibilité, je dis bien la possibilité à nos enfants de développer une maladie qui de toute façon, on ne peut pas guérir et qu'on va vivre avec toute la vie, pourquoi prendre le risque? Si notre objectif justement c'est de faire des enfants. Voilà. Il y a une question que je ne vous avais pas posée hier. D'accord. Et que je me permets de vous poser aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas pris toutes ces précautions dont vous parlez. Exactement. Dès le départ. Exactement. Et madame est enceinte et c'est là on se rend compte que voilà, nous sommes tous deux drépanocytaires. Comment peut-on protéger l'enfant qui va naître de la drépanocytose? Question essentielle. Comme je le disais tantôt, dans les tests, dans les examens prénataux qui sont réalisés justement quand la femme est enceinte, il y a l'électrophorèse de l'hémoglobine qui fait partie. Donc, on a la possibilité justement de pouvoir détecter la drépanocytose sur la grossesse. Et là, forcément, on va faire le test aussi du partenaire. On se rend compte effectivement que lui aussi, il est drépanocytaire. Alors, la question essentielle qu'on va se poser, quel est le type de la drépanocytose? Que fera l'enfant? D'abord des deux parents. Parents. Est-ce qu'ils sont SS, est-ce qu'ils sont AS, est-ce qu'ils sont... Donc, c'est la première question. Une fois qu'on aura déterminé ça, automatiquement, on peut prévoir déjà la forme que l'enfant a la possibilité de faire. Donc, à partir de cet instant, quand on sait quelle forme l'enfant fera, ou, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas tous ceux qui sont drépanocytaires vont faire des enfants qui vont être forcément drépanocytaires. Voilà. Donc, il y a tout un mécanisme qui est mis en place qui fait qu'on peut avoir des enfants drépanocytaires ou pas en fonction du type de drépanocytose qu'on porte. Donc, si on sait à 100% que l'enfant sera drépanocytaire, c'est déjà bon de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter la grossesse, non. Mais déjà, on prend les précautions déjà sur la grossesse elle-même. Sur la grossesse. Parce que vous imaginez une femme enceinte qui fait une crise vaso-occlusive sur sa grossesse. C'est toute une prise en charge qui est particulière. Parce qu'on ne prend pas elle seule en charge. Finalement, on prend elle et l'enfant en charge. Donc, il faut tenir compte de toutes ces réalités. Et quand l'enfant va naître, conscient du fait que sa maman l'enfant sera drépanocytaire, automatiquement, le test est réalisé et la prise en charge commence déjà dès le premier jour de l'accouchement, justement. Donc, il y a toute une prise en charge particulière qui est mise en place en fonction des situations particulières qu'on peut rencontrer justement à l'hôpital. Est-ce que dans la prévention, vous pensez que nos autorités, le corps médical, je veux dire surtout nos autorités politiques et administratives, ont des responsabilités? Oui, nous avons tous des responsabilités, pas seulement que nos autorités, y compris les parents, y compris bon, je ne dirais pas forcément y compris même le personnel soignant, il faut le dire, parce que peut-être que nous ne communiquons pas assez sur la maladie, alors que nous sommes les professionnels justement de la question. Donc, nous ne communiquons pas assez, c'est la première des choses. Deuxièmement,
il faut une volonté politique aussi qui accompagne ce que nous faisons. Parce que comme je l'ai dit, le test il est payant, toute la population n'a pas la possibilité justement de pouvoir faire ce test. Il n'y a pas de laboratoire dans tous nos centres de santé en Côte d'Ivoire, donc on n'a pas la possibilité de faire le test partout. Donc toutes ces questions-là, justement, faire appel à des questions politiques. Si le test est gratuit, et qu'on donne la possibilité justement à la population, ou bien quand on profite de la journée internationale de la drépanocytose du 19 juin et qu'on décide que cette année, tous les tests dans tous les centres de santé sont gratuits pour la drépanocytose, mais ça nous permettra justement, sur une population bien ciblée, de savoir qui est drépanocytaire ou pas. Et déjà, ça permet déjà non seulement de faire les statistiques, et deuxièmement, ça permet déjà pour ceux qui ont la forme grave de faire une prise en charge, et ça permet déjà d'éviter d'autres progénitures ou d'autres générations qui viendront avec la maladie. Dernière préoccupation, docteur Diomandé, quels sont les facteurs de risque pour ceux qui développent déjà la maladie? Alors, les facteurs de risque, élément important, parce qu'on a parlé, on est en train de parler de la prévention. On a parlé un peu de la prévention, comment prévenir la maladie, comment éviter la maladie. Mais quand on finit, il y a ceux qui vivent déjà avec la maladie. Ceux-là doivent justement éviter la manifestation des symptômes, ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives. Et justement, ces crises-là sont déclenchées par des facteurs qu'on appelle des facteurs de risque. Et dans ces facteurs, il y a l'activité physique intense qu'il faut éviter chez les drépanocytaires. Donc, ça va déclencher les crises. Ce qui fait que les enfants qui sont à l'école, on leur donne des dispenses d'épreuves physiques. Deuxième élément, il y a le froid, notamment le froid humide. Justement, c'est à travers le froid que l'hémoglobine va rentrer en processus de gélatification, justement, qui va aboutir à la malformation qu'on a parlé tout à l'heure dans les émissions précédentes, et justement qui va aboutir à la crise vaso-occlusive. Donc, il faut éviter le froid humide, il faut éviter l'activité physique intense, il faut éviter justement le stress, et dernier élément, il faut éviter les infections. Donc, ce qui amène justement à dire aux drépanocytaires de respecter leur carnet de vaccination, de se préserver justement, de manger correctement et de prendre bien leurs médicaments. Voici tous ces éléments qui vont éviter la manifestation de la crise ou la manifestation de la maladie, ou qui va permettre d'avoir un bon temps entre les différentes crises et finalement qui va préserver le drépanocytaire et améliorer sa qualité de vie. Très bien. Merci, docteur Youssouf Diomandé. On arrive à la fin de cette émission. Demain, vendredi, nous parlerons. Voilà. Vous allez nous prodiguer vos conseils. Les conseils. Et puis, en même temps, vous répondrez aussi à des questions d'internautes qui, tout au long de la semaine, nous ont envoyé inbox leurs questions pour vous. Merci et à demain. Merci beaucoup, je vous en prie.